Cela fait plus d'1 an que je n'ai pas publié d'épisode et je sais que certains d'entre vous se demandaient peut-être ce qui se passait. Eh bien, c'était pour une très bonne raison. Ce long silence était dédié à un projet qui, Gwen et moi, nous tenait particulièrement à cœur, puisque nous avons coécrit un livre intitulé « Sexo-queer », un guide pour explorer et embrasser sa propre voix intime, affective et sexuelle. Ce projet a demandé énormément de temps, de réflexion, de discussion et de travail, mais aujourd'hui il est enfin prêt et nous sommes ravis de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Alors pourquoi ce livre ? Eh bien parce qu'en tant que sexologue, sexothérapeute, nous avons constaté un immense manque de ressources accessibles sur la sexualité queer et inclusive, que ce soit dans nos consultations ou lors de nos ateliers. Nous avons vu à quel point les normes sociales influencent et parfois limitent les individus dans leurs explorations de leur intimité et de leur sexualité. Avec ce livre, nous voulions offrir des réponses, des outils et surtout ouvrir un espace de réflexion pour toutes celles qui se questionnent, qui cherchent ou qui veulent simplement comprendre. Et aujourd'hui, pour marquer ce retour au micro, nous avons choisi de discuter d'un sujet central du livre: comment dépasser les normes pour vivre une sexualité et une intimité qui nous ressemblent vraiment. On va explorer ce que cela signifie concrètement avec des exemples, des réflexions et des pistes pour avancer. Mais avant de commencer, on voulait vous dire que cet épisode va aborder des sujets très riches et vastes, comme la sexualité inclusive, l'autonomie et la diversité des pratiques sexuelles. Et évidemment, on ne pourra pas tout couvrir en 30 minutes. Mais si ce sont des thématiques qui vous intéressent, sachez que notre livre Sexo-queer explore en profondeur ces questions avec des témoignages, des exercices et des pistes concrètes pour avancer. Sexo-queer de la maison d'édition First Edition est accessible dans toutes les librairies de France et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à demander à votre libraire préféré. Il est aussi possible de le commander en ligne. Au fil du livre, vous trouverez une réflexion sur les normes affectives et sexuelles, un guide pratique pour mieux comprendre et vivre sa sexualité queer, mais aussi des clés pour explorer des pratiques alternatives comme le BDSM et le fétichisme, des outils pour réinventer l'intimité en fonction de votre propre contexte de vie, santé et physique-mentale. Comme par exemple, comment être soi dans un monde ultra connecté, comment revendiquer son identité avec fluidité, comment explorer son orientation sexuelle et romantique en paix. Nous explorons aussi les différentes formes d'union et l'autosexualité, ce moment rien qu'à soi, les différentes sexualités kinky, créatives et l'impact de la précarité financière sur l'intimité. Mais aussi comment limiter le coût émotionnel pour proposer une vision moins performative de la sexualité. Et puis nous allons aussi parler de la sexualité minimaliste et de la sexualité au fil de l'âge. Bref, il y a tout un tas de choses que nous abordons dans ce livre. Encore une fois, c'est une ressource qu'on a voulu complète et accessible et on espère qu'elle vous accompagnera dans votre cheminement. Avant que l'on rentre dans le vif du sujet, Gwen, peux-tu rapidement te présenter à nos auditeuristes qui peut-être ne te connaissent pas, sachant que nous avons fait ensemble un épisode qui parle de sexualité et de précarité financière, de sexualité et de minimalisme. Redis-nous qui tu es. Eh bien, merci Morgane pour ton invitation sur le podcast et c'était encore un plaisir ce travail que nous avons effectué ensemble de créer ce livre et je suis heureuse qu'on ait pu collaborer ensemble puisque nous avons des publics proches et des expériences similaires en sexologie. Et donc pour me représenter, parce que je m'étais déjà présentée sur ton podcast, donc je suis Gwen, je suis sexologue et thérapeute de couple. Je suis aussi éducatrice et formatrice en éducation à la sexualité. J'interviens pour former des professionnels pour devenir éducatrice sur les questions de sexualité. Voilà, et j'accompagne, comme toi, principalement des personnes du milieu queer, des personnes qui sont
porteurs ou porteuses de handicap et dans des sexualités ou des relations en dehors de normes. Commençons par une évidence, les normes sont partout. Elles façonnent nos relations, notre sexualité et même la manière dont on perçoit notre corps. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par normes ? Eh bien, ce sont les attentes implicites ou explicites que la société nous impose. Par exemple, être hétérosexuel, être en couple monogame, avoir une vie sexuelle épanouie, ou encore correspondre à des rôles genrés classiques. Ces normes peuvent nous donner l'impression qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de vivre sa sexualité. Et ça, c'est bien le piège des normes. Elles peuvent limiter notre liberté d'être nous-mêmes et ce qui peut enfermer les individus qui, peut-être, sont confrontés à ces fameuses normes. Alors Gwen, toi, tu observes aussi dans tes consultations, dans ta clinique, ce type de problématique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Effectivement, c'est vrai que la question des normes, c'est une question qui est centrale de manière générale en sexologie. Je pense que dans ma clinique, mais notre clinique, comme je le disais, on a des publics qui sont assez similaires et donc on a des publics qui sont confrontés à un décalage, on va dire, dans leur vécu concernant les normes. Donc ça peut être des décalages sur les questions de corps, sur les questions de santé, tout ce qui va être en lien avec le validisme. J'ai beaucoup en consultation de personnes qui ont des TDAH, donc des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou des troubles du spectre autistique, mais ça peut être aussi des handicaps, on va dire, moteurs. Il y a différents types d'handicaps et par exemple, se construire une sexualité ou une vie intime lorsqu'on est porteur ou porteuse d'handicap, c'est très compliqué dans un monde qui est pensé par et pour des personnes valides. Mais c'est valable aussi sur toutes les autres questions. Celle dont on entend le plus parler, bien sûr, en ce moment, et depuis MeToo, c'est toutes les normes autour des questions de genre et des questions d'orientation. Donc, c'est ce qu'on appelle l'autonormie, donc toutes les normes autour du fait d'être hétérosexuel, mais aussi d'être cisgenre. Donc cisgenre, c'est lorsqu'on est en accord avec le genre qui nous est associé à la naissance. Et donc, moi, en consultation, j'ai principalement des personnes des milieux queer, donc ça peut être des personnes qui sont bisexuelles, ça peut être des personnes qui sont homosexuelles, mais ça peut être aussi des personnes qui sont transgenres ou des personnes qui sont non-binaires, etc. Et donc, accueillir en sexologie des personnes qui s'interrogent sur sur toutes les questions intimes et sentimentales en lien avec les normes de genre ou d'orientation, c'est un vrai sujet parce que la sexologie, elle a été pensée, là encore, par des personnes qui sont hétéros, qui sont cisgenres, qui sont valides, etc. Et je pourrais rajouter aussi qu'ils sont souvent des personnes qui sont blanches. Nous avons en commun le fait de ne pas avoir grandi en France métropolitaine et donc d'être aussi très sensible sur les questions autour des personnes racisées, ce qu'elles vivent, ce qu'elles traversent. C'est un sujet qui est peu abordé aussi en sexologie. Et puis, il y a aussi toutes les questions, et on a fait un épisode là-dessus sur la question du financier, où on va souvent parler d'argent, mais pas beaucoup de précarité en sexologie. Et enfin, les questions de relations entre la monogamie. Et donc, aujourd'hui, on entend parler aussi depuis MeToo plus des milieux polyamoureux, des milieux libertins, etc. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus tabou, même si ça existait. Et donc, c'est vrai que en consultation, personnellement, je dis souvent, j'ai à peu près 90% de personnes qui sont dans des situations qui sont pas dans les normes. C'est-à-dire que j'ai rarement des personnes qui sont hétéros, cis, monogames, blanches et valides. J'en ai vraiment très très peu. Et je pense qu'en sexologie, eh bien la sexologie, elle reste quand même encore aujourd'hui centrée sur ce public-là. Alors même que, eh bien, il y a des demandes parce que ces autres personnes qui sont invisibilisées, eh bien, elles n'ont pas de moyens pour s'interroger sur leur vie intime, leur vie sexuelle, sur leurs relations, et elles n'ont pas forcément accès à des professionnels avec qui en parler. Et donc, voilà, c'est vraiment un gros sujet qui revient et c'est pas forcément évident pour elles de se retrouver et de savoir du coup comment avancer, comment revendiquer son identité, revendiquer sa sexualité, comment la faire vivre, parce qu'on manque encore aujourd'hui de modèles dans notre société. Alors comment on dépasse ces normes ? Eh bien, l'une des réponses possibles, c'est l'autonormie.
Dans le livre, on définit l'autonormie comme la capacité à créer ses propres repères en dehors des dictats sociaux ou culturels. Et c'est un concept qui revient souvent dans nos accompagnements parce qu'il permet de redonner du pouvoir à chacun, chacune sur sa propre intimité. Un exercice que nous proposons d'ailleurs dans le livre et qui est très apprécié, c'est celui de la ligne de vie. L'idée est plutôt simple, tracer une ligne chronologique et y inscrire les événements marquants de votre vie intime et affective, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et en dessous de chaque événement, vous notez les émotions associées et comment cela vous a influencé. Par exemple, une de nos patientes a réalisé que son malaise avec la sexualité venait d'une expérience douloureuse qu'elle avait minimisée pendant des années. Eh bien, ce simple exercice lui a permis de mettre des mots sur ses ressentis et d'entamer un processus de réconciliation avec elle-même. Gwen, toi aussi, tu utilises des outils comme celui-ci en consultation, et c'est d'ailleurs l'autonomie, un des sujets que tu connais bien et défends énormément dans ton travail. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Effectivement, cet exercice de la ligne de vie, c'est un exercice que je propose souvent aussi, et si vous êtes intéressé, je vous invite en tout cas à l'essayer. Alors, si vous l'essayez, si vous avez subi des violences ou des traumas, n'hésitez pas à réfléchir d'abord si vous avez des moyens pour vous calmer, si les émotions peuvent remonter, etc. Ça peut être un exercice qui peut être sensible. Et donc, souvent, je conseille plutôt de le faire de manière accompagnée avec un ou une autre personne. Ça peut être un tiers, ça peut être aussi un ou une professionnelle. Ou sinon, de bien checker avant si vous avez bien des outils pour vous apaiser, si vous revenez sur du passé. Mais c'est un exercice qui est intéressant parce que avant de faire des choix et de savoir qu'est-ce qu'on a envie de vivre, pourquoi on veut le vivre et de quelle manière, on a besoin de revenir aussi sur sa construction personnelle et individuelle, mais aussi familiale, sociétale, parce que on vit et on grandit dans un système et tout ça influence, comme on l'a dit juste avant, nos normes, nos choix et notre vécu. Et après, pour aller justement vers ce concept d'autonomie, qui n'est pas un concept qui est de moi, même si je le défends, et on en avait déjà parlé dans le podcast, c'est un concept que j'avais découvert dans le livre de Barbara Polla, qui est médecin, féministe, et c'est un concept que j'apprécie parce que c'est vraiment cette idée où l'autonomie, c'est trouver sa norme à soi, sa propre norme à soi. Et cette idée de norme à soi, elle est importante parce que souvent, les personnes vont plutôt se juger entre est-ce que je suis dans la norme ou en dehors de la norme. Mais finalement, si on essaye juste d'être à l'écart de la norme, ça veut dire que notre référencement, c'est toujours la norme. On essaye de ne pas coller à cette norme, ou sinon, à l'inverse, on essaye d'entrer dans cette norme. Alors que dans le concept de l'autonomie, il y a vraiment cette idée que sa norme à soi, elle est liée à soi-même. Et donc, on regarde moins ce qui se passe chez les uns et les autres. On essaye plutôt de ressentir ce qui est bon pour nous, ce qu'on veut pour nous. Et on peut le faire évoluer au fil du temps. C'est quelque chose aussi qui est mouvant. C'est pas quelque chose qui est figé. Là où les normes peuvent aussi avoir tendance à nous figer. La sexualité inclusive. On entend souvent ce terme, en tout cas de plus en plus, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Alors pour nous, c'est une sexualité qui prend en compte toutes les identités, toutes les orientations et qui valorise le consentement, la communication, la diversité des pratiques sexuelles créatives. D'ailleurs, petite pub concernant le livre de Axel de Sade qui se nomme Kinky et qui en parle très bien des sexualités créatives et de la diversité des pratiques sexuelles dans ce contexte-là. Dans notre livre, on parle de comment les sexualités queer déconstruisent les attentes hétérocentrées en se concentrant sur le plaisir et la connexion plutôt que la performance ou les rôles de genre. Par exemple, nous partageons dans le livre l'histoire de Sacha, une personne non-binaire qui a découvert une nouvelle façon de vivre sa sexualité grâce à une approche basée sur le dialogue, etc. Et cette personne dit que pour la première fois, on m'a demandé comment je voulais qu'on me touche, sans aucune pression ou jugement. Et ça a tout changé pour moi. Donc on voit ici aussi l'importance de la communication, qui est un des outils fondamentaux d'une sexualité fluide et, je le dis avec un peu d'ironie, épanouie. Gwen, est-ce que tu as d'autres exemples de la manière dont les gens peuvent rendre leur sexualité plus inclusive et respectueuse des autres, mais aussi d'elles-mêmes ?
C'est vrai que ce sujet de question d'inclusion, enfin le sujet de l'inclusivité dans la sexualité, c'est un gros sujet. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur parce que là encore, il est très large. Il y a tous les sujets. Ce qui revient le plus souvent, c'est la communication. Et l'exemple de Sacha, il est très parlant parce que effectivement, on sait que les personnes souvent, il va pas y avoir une communication très fluide où il y a un peu ce fantasme de une connexion agréable. Elle doit ne pas être discuté. C'est un sujet qui aujourd'hui vient être déconstruit. Mais après, il y a aussi tous les sujets autour de l'inclusivité qu'on a pu aussi illustrer dans le guide. Ça va être par exemple le sujet de la sexualité, donc des personnes qui euh, n'ont pas ou peu de désir sexuel. C'est un sujet qui revient beaucoup en consultation, que j'ai beaucoup, parce que c'est un sujet qui est complètement en dehors des normes, surtout là où aujourd'hui il y a beaucoup de pression qui est mise sur la sexualité et de performance. Et donc, comme les personnes se réfèrent encore à la norme, elles se sentent complètement à côté et donc elles peuvent souffrir de ces situations de la sexualité, alors qu'en fait, il y a des moyens, il y a des possibilités pour vivre très bien la sexualité. C'est pas une maladie du tout. Et on peut aussi être avec une personne qui, elle, a envie d'avoir de la sexualité. Donc, l'inclusivité, ça peut se situer au niveau du désir, mais ça peut être aussi au niveau, comme on l'a dit, et ça, c'était important pour nous de parler des questions de handicap. Parce que aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas du tout aborder ce sujet. Par exemple, si on revient à la communication, on a appris des exemples de comment on communique si on est avec une personne qui a un TDAH ou un TSA, parce que c'est des choses qui peuvent vraiment venir bloquer dans l'intimité et dans la sexualité. Et là encore, c'est des sujets qui ont souvent été invisibilisés. On va avoir peu ou pas d'idée de comment on communique si on a une situation qui peut être handicapante pour nous ou une maladie invalidante. Donc, l'inclusivité, c'était ça aussi pour nous, c'était important d'en parler. Et puis, il y a toutes les formes de sexualité, parce que encore aujourd'hui, on est trop souvent dans une sexualité épanouie. Bon, ça va être on discute, on essaye de jouer sur la respiration, mais dès que les gens vont avoir des pratiques qui sortent un peu des cases ou qu'on ne comprend pas, il y a beaucoup de jugement qui va arriver. Et j'ai beaucoup de patients ou patientes, et c'est ton cas aussi, qui viennent du milieu du BDSM et qui sont passés par d'autres sexologues qui les ont jugés pour ce qu'ils vivent, pour leur kink, etc. Tu donnais le livre d'Axel de Sade qui est excellent sur le sujet et qui est vraiment à conseiller sur tous ces sujets-là. Et on souhaitait en parler aussi pour montrer justement en quoi finalement cette question d'inclusivité, c'est pas juste le handicap, c'est pas juste comment entrer dans la communication en lien avec le genre, même si tout ça c'est extrêmement important, mais c'est aussi voir plus loin et voir apporter un regard qui soit bienveillant, qui soit tolérant sur toutes les pratiques intimes et sexuelles, ou sur tous les modes relationnels, sans jugement, sans comparaison entre les uns et les autres, pour que tout le monde puisse se sentir bien dans sa vie intime et sexuelle, et que finalement on sorte de la dichotomie de ce qui est autorisé, pas autorisé, entendable, pas entendable, et que tout le monde puisse vivre et aller vers quelque chose qui lui elle lui ressemble en fait. Et vous qui nous écoutez, prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que vous aimeriez changer ou explorer dans votre sexualité ? Est-ce qu'il y a des normes qui vous limitent ? Et comment pourriez-vous vous en libérer ? Nous arrivons tout doucement à la fin de ce podcast et ces petites questions peut-être pourront faire durer la réflexion. Gwen, souhaites-tu compléter et quel serait ton mot de la fin ? Je pense que par rapport à ce sujet et par rapport du coup au livre aussi, mais de manière générale, je pense qu'il faut toujours rester ouvert et ouverte à l'esprit que les choses vont évoluer, que rien n'est figé dans le marbre. Et c'est quelque chose qui a été difficile d'ailleurs pour nous quand on l'a écrit, parce que c'est l'idée de ce qu'on écrit aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, ça sera plus valable parce que ce sera d'autres idées qui auront ressurgi parce qu'on aura encore une nouvelle compréhension du monde, de la sexualité, des personnes, etc. Peut-être qu'il y aura de nouvelles étiquettes ou d'autres étiquettes qu'on n'utilisera plus parce que on s'est rendu compte qu'elles étaient limitantes ou qu'elles étaient peut-être pas OK sur certaines valeurs, etc.
Et ça, c'est le premier point. C'est-à-dire de se rappeler que les choses, elles sont évolutives et que rien n'est figé et que plus on essaye de s'ancrer dans quelque chose qui est figé, de se réassurer dans ce schéma type, plus on risque du coup bah, aussi finalement de perdre peut-être en tolérance vis-à-vis de soi-même. Et donc, si on veut évoluer, on n'arrive plus à évoluer. Si on voit les autres changer, on n'accepte pas leur évolution. Donc ça, c'est la première chose. C'est, j'ai envie de dire, soyons fluides de manière générale dans nos vies, dans nos réflexions, mais aussi vis-à-vis des choses qui changent et qui évoluent. Et je pense que ce livre, dans quelques temps, il sera plus valable. Je pense que même dans nos idées, moi, je me dis souvent, qu'est-ce que je penserai dans 10 ans? J'en sais rien, ça va changer, ça va encore évoluer. Quand je vois un sujet comme la non-exclusivité entre aujourd'hui et il y a 18 ans, quand je réfléchissais déjà dessus ou que j'étais déjà dans la connaissance de ce milieu, ça a énormément évolué. Donc, il faut rester fluide, il faut rester ouvert au changement et à l'évolution. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, eh bien, malheureusement, on peut pas tout dire. Et nous-mêmes, à travers le livre, et là aussi, on s'est battu, on a beaucoup, beaucoup réfléchi sur comment on fait, parce qu'on ne peut pas tout dire. Il y a plein de nuances qu'on aimerait apporter. Il y a plein de choses qu'on aimerait pouvoir entrer pardon, plus en profondeur pour aller plus dans le détail, etc. C'est pas quelque chose qu'on a pu faire parce que on a voulu que ce livre soit un livre accessible à tous et à toutes, donc c'est-à-dire vulgarisé. Et lorsqu'on vulgarise, on simplifie les discours. Et ça, c'est important aussi de se rappeler que si on veut militer pour que les choses elles évoluent dans notre société, il y a plein de façons de militer. On peut militer en allant en profondeur dans des essais, dans des écrits, dans des choses très longues, très construites pour un public qui finalement est déjà un peu convaincu comme nous. Mais des fois, on est aussi obligé de passer vers de la vulgarisation où là, on va simplifier des choses, on va moins entrer en profondeur, mais c'est pour essayer de toucher un maximum de personnes. Donc ça, je pense que c'est important de se rappeler que on peut pas entrer dans tous les détails, mais qu'on a essayé en tout cas, de faire quelque chose qui va retracer un peu tous les sujets sur lesquels il faut réfléchir. Finalement, dans notre sommaire, chaque partie de notre sommaire mériterait un livre à lui-même. Et ça, on se l'est dit tout le temps. Et je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête, c'est-à-dire se dire ça, c'est encore une présentation de tous les sujets qu'on devrait, sur lesquels on devrait écrire, sur lesquels on devrait réfléchir pour qu'on aille de plus en plus vers une sexualité qui soit plus queer, plus inclusive, alternative, etc. Donc il y a encore du travail à faire. C'est un premier pas je pense, d'avoir réussi à parler d'autant de sujets dans un seul livre de vulgarisation, mais bah, il n'est pas fini. Donc il va y avoir encore du travail à faire derrière. Voilà. On espère que cet épisode vous a donné des pistes de réflexion et des outils pour avancer. Dépasser les normes, ce n'est pas facile, mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Et si vous voulez aller plus loin, notre livre Sexo Queer, First Edition, est une ressource pensée pour vous accompagner dans cette exploration. Vous y trouverez des témoignages, des exercices pratiques, de la vulgarisation et beaucoup de réflexions pour vous aider à créer votre propre voix. Merci à toi Gwen d'avoir partagé cette conversation avec moi. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi, que ce soit sur le livre ou sur ce podcast et de manière générale. Et merci à vous qui nous écoutez. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à nous laisser un petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce que oui, de nouveaux épisodes arrivent. Prenez soin de vous et surtout, restez libre d'être vous-même.